On vous entend pas. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de notre sixième édition du Choix Goncourt de la Grèce. Et pour cette troisième rencontre, nous avons la joie et le privilège d'accueillir Kamel Daoud. Je tiens à vous remercier, cher Kamel Daoud, d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre roman Auris, qui a remporté le prix littéraire français le plus prestigieux, le Goncourt. D'ailleurs, c'est un prix que vous connaissez bien car en 2015, vous avez été lauréat du Goncourt du premier roman pour Meursault contre enquête, roman qui a permis au public grec de vous connaître puisqu'il a été traduit par une des plus grandes maisons d'édition grecques ainsi que Zabor ou les psaumes. Nous attendons maintenant avec impatience la traduction d'Aoris, ce qui nous donnera peut-être la chance de vous rencontrer à Thessalonique. Lors de la conférence de presse qui a suivi la remise de votre prix, vous avez déclaré que ce n'est qu'en venant en France que vous avez pu écrire ce livre. Je cite, La France m'a donné la liberté d'écrire. C'est une terre d'asile pour les écrivains. Pour écrire, il faut trois choses, une table, une chaise et un pays. J'ai les trois. Est-ce que ces trois choses ont provoqué le déclic qui vous a fait passer de l'écriture d'un texte journalistique à celui d'un texte littéraire? Bonjour, merci à tous, merci d'être là, merci pour votre intérêt. Alors, oui, il faut des conditions pour écrire. C'est paradoxalement, soit ce sont des conditions d'absolue liberté, soit de privation totale de liberté. Un prisonnier écrit et un homme libre écrit. Mais un homme dans le confort ou une femme écrivent peu, parce qu'on est appelé par la vie plutôt que par l'exercice de l'écriture. Est-ce que le fait d'avoir réuni, comme vous dites, ce triptyque de la table, de la chaise et du pays permet d'écrire? Il m'a permis d'écrire ce roman. Mais j'avais publié déjà auparavant, alors que j'habitais toujours en Algérie. Mais le sujet de ce roman-là, non pas du point de vue politique, comme on essaie de restreindre son sens, mais du point de vue personnel, intime et de vision du monde, il m'a fallu prendre de la distance pour pouvoir faire le deuil d'une période que j'ai vécue comme beaucoup, comme des millions d'Algériens. Merci beaucoup. Et donc, je suppose que pour vous, ça a été aussi peut-être une libération de pouvoir écrire quand vous êtes arrivé et de mettre à plat sur du papier tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez vu dans votre pays et surtout en tant que journaliste. En tant que journaliste, oui, en tant qu'Algérien, en tant que jeune Algérien, la guerre civile algérienne, c'était de 1990 à 2000. Donc, ce sont les 10 meilleures années de ma vie qui m'ont été volées quelque part. Mhm. Oui, ça m'a permis de mettre à plat un peu cette situation, de la dépasser. Je pense qu'il y a une énorme littérature qui existe de par le monde sur comment on passe du statut de survivant à celui de vrai vivant, c'est-à-dire Mhm. jouir de la vie sans penser aux morts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai un peu inscrit ce roman dans cette perspective. Mais là aussi, il y a un esprit enfin, il y a une note de contradiction. Écrire me permet aussi de me rassurer. Le fait que j'ai changé de pays dans des conditions assez particulières, j'étais un peu dans le désordre, dans la panique, dans l'inquiétude, dans la perte. Et écrire me permet de cerner. Depuis toujours, quand tout va mal, le seul endroit où il y a de l'ordre pour moi, c'est écrire. C'est pour ça que j'écris beaucoup de chroniques, beaucoup de textes, etc. Et c'est très paradoxal. Beaucoup de gens, par exemple, s'étonnent que quand il y a une pression énorme sur ma petite personne, c'est là où j'écris le plus. Non pas parce que c'est de l'ascèse ou d'une philosophie de samouraï, c'est juste que c'est le seul endroit où j'ai de la maîtrise, j'ai de la cohérence et j'ai de la sécurité. Merci, merci pour ce témoignage important qui nous permet de vous connaître un petit peu mieux. Et en attendant la délibération du choix Goncourt de la Grèce au mois de juillet, je tiens à remercier notre grande famille du choix Goncourt de la Grèce, qui est composée des jurys étudiants accompagnés par leurs professeurs, ainsi que ma collègue du service de coopération universitaire et scientifique de l'Institut français de Grèce, Catherine Aspiropoulou, qui co-animera cette rencontre et à qui je laisse maintenant la parole. À toi, Catherine. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci Fanny pour l'organisation. Je tiens tout d'abord à remercier au nom de la direction de l'Institut français de Grèce Kamel Daoud pour sa présence ce soir parmi nous. C'est un honneur et un grand plaisir d'échanger avec vous et ce sera un plaisir immense de vous avoir aussi à Athènes et à Thessalonique avec une carte blanche
dès que c'est possible. Et de mon côté, je me réjouis de dire un mot qui est, on connaît en France la production de la littérature algérienne d'expression française, mais c'est vrai qu'en Grèce, on ne connaît pas trop les grands classiques algériens. Et là, j'entends Kateb Yassine, et Rachid Boujedra, Mohamed Dib, et Mouloud Ferraoun et tant d'autres. La liste est très longue. Mais quand même, il y a une nouvelle génération d'écrivains algériens d'expression française, comme vous, comme Boualem Sansal, pour qui nous avons une pensée particulière ce soir, Leila Slimani, même Kauter Adimi, vous êtes tous traduits en grec, Yasmina Khadra, qui est un écrivain préféré chez les Grecs, et ils sont très attirés par les Grecs, la thématique universelle les attire. Cet élément de l'urgence et côté humain, c'est quelque chose qui parle en général, je crois, à tous les lecteurs. Et parmi nos professeurs qui pilotent tout au long de l'année nos jurys d'étudiants, nous en avons beaucoup qui connaissent votre œuvre, qui travaillent dans différentes universités grecques la littérature d'expression française et ils sont vraiment impatients d'échanger avec vous ce soir. Permettez-moi donc de les remercier et de citer leurs noms car ils donnent beaucoup. Donc, je commence par remercier l'Université ouverte de Grèce, où nous avons trois jurys, Olivier Andoniadou, Dora Leontaridou et Maria Cazzadoni et Costadina Pleaca. L'Université nationale capodistrienne d'Athènes, avec Maria Spiridopoulou. L'Université ionienne de Corfou, nous avons deux professeurs, Theodoros Vizas et Michel Politis. Université du Pirée, je vois Christos Nikou. Université de Ioannina, Maria Zoubouli. L'Université de G, Panayotis Grigoriou, l'Université Aristote de Thessalonique, Kalliopi Ploumistaki, l'Université démocrite de Thrace, Stéphanos Gravanis, l'Université de Macédoine occidentale, Anastasia Yanakopoulou, et l'Université du Péloponnèse avec Christina Economopoulou. Je crois que tous ces profs nous suivent en Zoom en ce moment, mais comme les étudiants ont hâte de vous poser des questions, je passe tout de suite la parole à l'Université ionienne de Corfou et à Thanasis Palouras. Vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur Kamel Daoud. Alors, notre question est la suivante. Le titre de votre livre, Ori, comporte une dimension féministe qui désexualise la femme et lui confère voix et pouvoir. Dans ce cadre, comment le silence de l'héroïne résultant de son traumatisme symbolise-t-il sa renaissance personnelle et sociale, tout en soulignant la valeur de la voix comme symbole de liberté? Diriez-vous que votre approche journalistique et souvent maïotique guide l'héroïne dans la découverte de sa vérité en lui donnant la parole? Merci d'avance. Bonjour, merci pour votre question. Elle me paraît déjà plus intelligente que ma future réponse. Donc, je vais essayer de répondre. Écoutez, je suis féministe, je le suis depuis des années, non pas par choix militant un peu personnel et intellectuel, mais parce que c'est un sujet de réflexion chez moi depuis toujours. J'ai essayé de réfléchir sur l'Algérie, sur le Maghreb, sur le monde arabe, et cela mène inévitablement à réfléchir sur trois choses, la religion, le corps et la femme. Et c'est à partir de ce triptyque que j'essaie de développer tout ce que je produis comme éditorial journalistique, mais aussi comme œuvre littéraire. Dans cette œuvre-là, il s'agit d'une femme, encore une fois, pour moi, et c'est une femme, pourquoi? Parce que j'ai estimé qu'un roman doit toujours être raconté par le personnage qui paye le plus, qui risque le plus. C'est ce qui fait un roman solide, à mon avis. Donc, si vous prenez Sherazade des Mille et une nuits, c'est parce qu'elle va perdre sa tête qu'elle raconte des histoires. C'est ce que j'appelle la loi de la nécessité. Donc, dans une guerre civile, généralement, les femmes payent plus que les hommes. Et donc, j'ai estimé qu'elles peuvent raconter mieux la guerre que nous, les hommes. Ça, c'est la première des situations et des raisons qui ont fait que j'ai choisi une femme. Dans une guerre civile comme celle de l'Algérie, après la guerre, on a pardonné aux hommes, mais les femmes qui ont été kidnappées et violées, celles qui n'ont pas été tuées, sont revenues dans les villages avec des enfants. Et là, on ne leur pardonne pas parce qu'elles sont la trace du déshonneur. Donc, on ne leur pardonne pas et elles n'ont pas de place dans la paix retrouvée. En 1962, quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie, après une guerre très dure,
la condition de la femme n'a pas beaucoup changé. On a dit aux femmes, merci, au revoir, vous revenez dans les cuisines. Ça ne change pas. Et pour moi, c'est un des grands blocages dans le monde qu'on appelle arabe, c'est le lien à la femme. Parce que nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons des esprits, nous perdons des intelligences, nous perdons une force économique, nous perdons le sens de la vie en enfermant les femmes. Et c'est un sujet de réflexion chez moi depuis des années. Maintenant, pourquoi une femme muette? Quand vous sortez d'une guerre civile, il y a toujours cette situation qui se pose. Toujours, peut-être non, mais en général. C'est que vous avez envie de raconter, mais vous ne trouvez pas les moyens et les mots pour raconter. Ça s'appelle le deuil. Au fur et à mesure qu'on trouve les mots, on fait son deuil. Et moi, je suis comme beaucoup d'Algériens. Je voulais raconter cette histoire de la guerre civile, j'étais journaliste, mais je n'avais pas les moyens de la raconter. Et pendant des années, je n'ai pas pu écrire ce roman. Et à la fin, j'ai trouvé une solution qui n'est pas géniale, mais elle est efficace. J'ai raconté l'histoire de la guerre et j'ai raconté l'impossibilité de raconter cette histoire. C'est pour ça que mon personnage a une voix perdue. C'est-à-dire, il a une histoire, mais il n'arrive pas à la raconter. Et donc, dans ce roman, je raconte deux histoires, celle du silence et celle de la guerre. Et c'est le propre de beaucoup d'Algériens qui ont vécu cette situation. Alors, pour la dernière tranche de votre question sur ce parcours vers le réveil, pour moi, d'abord, à titre personnel, je suis l'enfant des décolonisations algériennes. Et malheureusement, dans mon pays natal, on a un culte des ancêtres, un culte des héros, des martyrs, etc. Je dis toujours, parce que c'est un sujet sensible, que je respecte les gens qui sont morts pour que je sois libre, mais justement, ils sont morts pour que je sois vivant, pas pour que je vive dans un cimetière. Donc, pour moi, la culpabilité a toujours accompagné la vie. Je suis coupable parce que je n'ai pas fait la guerre de libération, parce que je suis né trop tard, parce que si j'ai de belles chaussures, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts pour moi, etc. Et je voulais arriver à ce moment de bonheur, parce que c'est mon analyse, elle est peut-être radicale, mais je crois que dans le monde arabe, nous manquons d'une théorie du bonheur. Nous avons une théorie de la libération, une théorie de l'après, après la mort, nous avons une théorie de la décolonisation et de la justice, mais nous ne définissons pas le bonheur. Et donc, tout cela est dans ce roman-là, où une femme, à partir du moment où elle a survécu à un massacre, essaye de trouver les raisons d'être heureuse et de donner la vie à quelqu'un d'autre. Pour moi, ce n'est pas un roman de guerre, ce n'est pas un roman triste, au contraire, c'est un roman sur comment on retrouve la vie, pardon, après la mort. Et ça, c'est le plus important. C'est le roman de l'enfance, c'est le roman qui nous fait choisir nos enfants par rapport à nos ancêtres. Alors, j'en parle avec beaucoup de phrases, mais la réalité, c'est que je n'ai pu réfléchir à cette question que lorsque j'ai écrit ce roman. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions et on comprend à travers tout ce que vous nous dites, tout ce que vous nous racontez, vraiment l'importance de votre roman. Nous passons maintenant à l'Université du Péloponnèse et je laisse la parole à Teddy Dimakou. Monsieur Daoud, bonjour. De la part des étudiants du département des études théâtrales de l'Université du Péloponnèse, voici notre question. En lisant votre roman, nous avons constaté que vous adoptez une vision narrative et idéologique transgressive qui fait heurter les héros contre ce qui les dégrade. Aube appelle Ouri son fœtus, alors qu'il dénonce le radicalisme des facteurs de la religion musulmane. Aïssa, quoique tragiquement traumatisée par les islamistes, est à la recherche des témoignages de la guerre civile en sillonnant le pays. Dans ce cadre, et étant donné que votre roman est entièrement fondé sur les narrations d'Aube et d'Aïssa, nous voudrions vous demander si, d'une part, Uri pourrait s'intégrer dans cette lignée d'œuvres des auteurs algériens francophones qui ont fait usage du moderne. Dès que ces conteurs traditionnels algériens dans leurs œuvres pour dénoncer des aspects des pages noires de l'histoire algérienne coloniale et postcoloniale, comme Kateb Yassine dans Nedjma, Slima Ben Aïssa dans Fils de l'amertume ou Aziz Chouaki dans Jeune Viré, et c'est d'autre part
Vous croyez que la prégnance du schéma narratif dans votre roman pourrait contribuer à une véritable diffusion et restauration de la vérité et de la justice pour les victimes de la décennie noire? Merci beaucoup. Merci. Je vais essayer de répondre à la question. Alors, est-ce qu'un roman est utile pour l'histoire? Oui. Quand il y a un déficit d'historiens et de recherche et d'enquête et de témoignages, la littérature, elle est là pour raconter ce que justement fait défaut. C'est l'histoire qui fait défaut, donc le roman, il est là. Si vous prenez les régimes totalitaires ou les guerres civiles ou les périodes de rupture politique, euh, il y a toujours eu des romans qu'on appelle des romans de dénonciation. C'est d'autant plus euh, pertinent pour moi que la guerre civile algérienne est une guerre qui n'est pas autorisée à la narration. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai choisi, pour répondre à votre collègue qui a précédé, quelqu'un qui ne peut pas parler, parce que nous n'avons pas le droit de parler. J'avais oublié de citer aussi pour votre collègue que quand j'ai publié ce roman en France le 16 août de l'année dernière, une semaine après, les talibans ont interdit aux femmes de parler à voix haute et de rire dans les rues. Donc, je ne suis pas en train d'inventer une réalité qui n'existe pas ou de faire un discours idéologique. Au contraire, je fais un discours sur le réel et sur la réalité et le statut des femmes. Maintenant, l'Algérie a une histoire de littérature. C'est une belle histoire. Elle est porteuse de sens, mais je crois, à mon avis, parce qu'on ne peut pas être écrivain si on n'est pas insolent avec ses aînés. Je crois que cette littérature a été trop enfermée dans le récit de décolonisation et qu'à un certain moment, il fallait aller au-delà vers quelque chose de plus près. La littérature sur la guerre civile est rare. La littérature sur le pays profond, la paysannerie algérienne, etc., c'est une littérature qui est rare. Nous avons souvent une littérature hyper urbaine et surtout marquée par le besoin d'histoire, le besoin de raconter l'histoire et de raconter le traumatisme de la colonisation, que je respecte beaucoup. Mais je pense que nous devons aller encore plus loin dans l'enquête sur le réel. Mes personnages, Aïssa, autant que Hob, sont des personnages qui sont marqués par une constante qui traverse tout le roman. Le changement ne peut advenir que par la mort et la violence. C'est une valeur fausse, c'est une valeur qui n'est pas bonne pour vivre. Malheureusement, lorsqu'on arrive peut-être à se libérer par la violence, on croit que la violence est la seule et l'unique vertu de libération. Tous les personnages ont subi la mort dans ce roman, dans Uri. Tous les personnages ont basculé d'une vie vers une autre avec la mort. Tous les personnages ont fait l'expérience de la mort. Alors, la mort devient comme une valeur positive alors qu'elle ne devrait pas l'être. C'est la vie qui est une valeur positive, ce n'est pas la mort qui est une valeur positive. Je ne crois pas qu'un écrivain puisse penser beaucoup d'idées quand il écrit. Je crois que c'est une mauvaise chose. Je crois que si on essaie de réfléchir son roman pendant l'écriture, c'est comme lorsqu'on veut dormir avec un œil pendant que l'autre est ouvert. Ça ne fonctionne pas. On a besoin de créer un roman avec des tensions narratives, avec des émotions contradictoires, et on laisse ce schéma se développer lui-même. Par la suite, il y a des sens qui se dégagent. Par exemple, des lecteurs me disent, Monsieur Daoud, Aube ne peut pas parler, Aïssa parle beaucoup. Parce que dans leur malheur, même dans le malheur, il y a une hiérarchie. C'est l'homme d'abord, la femme ensuite. Quelqu'un m'a dit aussi une phrase que j'ai trouvée sublime. Il m'a dit, Abraham, dans le mythe, prend son fils pour l'égorger en haut de la montagne, mais il ne dit aucun mot. Il parle tout juste à Dieu, tout le temps à Dieu. Alors que Aube, elle parle tout le temps à sa fille. C'est une mère. Ce n'est pas uniquement un prophète ou quelqu'un qui va sacrifier son fils. Donc, les lecteurs trouvent toujours du sens plus grand dans ce rêve éveillé qu'est le roman. Donc, mes personnages sont construits dans cette situation-là, sauf que pour eux, la guerre de libération, le récit de la guerre n'est plus la valeur absolue. Ce n'est plus le récit fondateur. Ils réclament une autre histoire, ils réclament de la place pour leur propre histoire. Et c'est difficile d'avoir de la place pour sa propre histoire dans un pays qui est fermé, où les vétérans de la guerre sont toujours vivants, où la légitimité politique est basée sur la légitimité décoloniale. Donc c'est très difficile et mes personnages se battent pour le droit de raconter leur histoire
Alors Aube la raconte à sa fille dans son ventre. Aïssa ne sait pas écrire et lire, donc il la raconte à cette jeune fille qu'il prend en autostop. Même l'imam, vers la fin, il la raconte à cette femme, parce qu'il n'a pas à qui raconter cette histoire. Ouri, c'est comme les mille et nuits, mais où tout le monde est victime. Il n'y a pas de roi. Merci. Merci pour votre réponse très détaillée. Je continue en me tournant vers l'Université démocrite de Thrace et je passe la parole à Victoria Guica. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Monsieur Daoud. Je suis très ravie d'être ici avec vous. Alors, je passe à la question de notre équipe. Euh, Avec votre récit littéraire, vous avez voulu représenter les atrocités de la décennie noire en Algérie ou plutôt inciter vos lecteurs à méditer sur la notion de guerre civile en général. Je vous remercie d'avance. Alors, le roman traite d'une question fondamentale pour moi. C'est ce qui a fait que pendant des années, j'ai réfléchi, parce que un roman, comme disait un écrivain espagnol, ce n'est pas un livre de réponse, c'est un livre d'interrogation. Les romans nous interrogent. Si on veut avoir des réponses, on va ailleurs avec un livre sacré selon la foi qu'on a choisie, ou un essai ou un discours politique. Le roman, il apporte des interrogations. Et pour moi, l'interrogation euh, paradoxale, le dilemme était celui-ci. Est-ce que pour vivre, il faut tout oublier pour pouvoir être heureux? Ou est-ce que, justement, pour qu'une guerre ne se reproduise pas, il faut tout le temps en parler? Les deux positions sont légitimes. Je veux être heureux, j'oublie tout. J'ai le droit. J'ai le droit de ne pas porter l'histoire de mes parents, de mes arrière-grands-parents, de mon pays. J'ai le droit de choisir une belle plage, de bronzer. J'ai le droit de l'aller nager. Je ne suis pas obligé de me souvenir de tout. Oublier, c'est un synonyme du bonheur parfois. D'un autre côté, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de parler de cette guerre civile pour que les enfants et les arrière-petits-enfants ne commettent pas les mêmes erreurs? Dans les deux cas, si on en fait trop, on est dans le faux, on est dans l'erreur. Si on parle tout le temps du passé, on oublie de vivre. Mais si on ne parle jamais du passé, on refera les mêmes erreurs. Et donc, c'est cette interrogation qui obsède Ob, et qui obsède Aïssa, et qui obsède tout le monde, y compris la jeune femme qui est revenue avec une fille des maquis terroristes. Parce qu'elle dit, soit on oublie tout, soit on se souvient de tout. Mais c'est toujours la même question, c'est la question de l'oubli. Pour moi, la question de la mémoire en Algérie, mais aussi pour la vie personnelle, est une question importante. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes les gens dont ceux d'en face se souviennent? Si tout le monde oublie qui je suis, est-ce que je perds mon identité? Est-ce que je disparais si je suis entouré de 10 personnes qui ne me connaissent absolument pas ou qui ont tout oublié de moi? C'est une question qui me fascine. Et est-ce que je suis vraiment moi-même si je ne suis que ce souvenir des autres? Qui sommes-nous? Est-ce que l'identité est de la culture ou est-ce que l'identité, c'est juste des racines pour aller vers des récoltes? Est-ce que l'identité, c'est s'enfermer pour ne pas sortir ou juste c'est un chemin pour passer, poser des questions et revenir vers le présent et vivre? Donc, ce sont des questions qui m'ont obsédé pendant longtemps. Et un écrivain, le seul moyen qu'il trouve pour dépasser les obsessions, c'est justement d'inventer des histoires. Parce que les histoires, c'est une manière de réfléchir des réponses. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, et on essaie de trouver une réponse. C'est pour ça que dans un roman, vous ou quelqu'un d'autre de vos collègues, vous pouvez prendre un roman et dire, ah, c'est tel personnage qui m'a plu. Quelqu'un d'autre dira, non, 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 moi c'est l'autre personnage qui m'a plu. Et au fait, peut-être que ces personnages que nous choisissons correspondent à la réponse que nous admettons. Merci Merci beaucoup. bien. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, c'est que selon la lecture que l'on fait d'un texte, nous pouvons être plusieurs à lire le même texte, mais souvent, nous allons tous avoir une vision différente à la fin. Si on ouvre une discussion, chacun va dire quelque chose de différent alors que nous parlons du même texte.
selon notre connaissance, notre âge, notre culture. Et je trouve que c'est ça qui est important justement dans ces discussions autour de la littérature. C'est ce que dit un écrivain. Il dit qu'on peut regarder tous par la même fenêtre, nous ne verrons jamais la même chose. Et Tout à oui, et je fait. suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je passe la parole à l'Université nationale et capodistриenne d'Athènes, à Sophia Saboulidou. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur Daoud, et merci d'être avec nous ce soir. La question de notre équipe est la suivante. Aube, qui a été égorgé par des islamistes durant les derniers jours de la guerre civile, a perdu ses cordes vocales et elle est muette. Pourtant, sa voix intérieure s'adresse au fœtus qu'elle porte, exprimant ainsi tous les interdits pesant sur la condition de femme en Algérie. Par ailleurs, après la guerre civile, l'État algérien interdit toute référence au massacre et aux événements traumatiques, rendant la vérité historique indicible. Dans ce contexte, bien qu'Aube envisage d'avorter pour épargner à son enfant une existence sous le poids de cette oppression, elle choisit finalement de lui donner la vie. Nous aimerions vous poser deux questions. Tout d'abord, Aube peut-elle être perçue comme une allégorie non seulement de la vérité étouffée et des femmes opprimées, mais aussi d'une Algérie meurtrie qui, malgré ses blessures, reste capable de se réconcilier avec son passé et de se reconstruire? Ensuite, la fille qu'Aube met au monde et qu'il caractérise comme son Uri pourrait-elle symboliser l'émergence d'une nouvelle femme appartenant aux générations porteuses d'un rapport plus optimiste et constructif à l'avenir? Merci. Bonjour, merci à vous. Je l'espère pour répondre à la deuxième question. L'enfant qui naît à la fin, ce n'est encore qu'un enfant. Il n'a pas encore de voix, il n'a pas encore de volonté, il n'a pas encore de puissance pour imposer ses choix dans la vie. J'espère. J'ai voulu, euh, au milieu du roman, je savais que j'allais vers un accouchement. Mais au début, je ne le savais pas. Et je crois que ça rejoint ce que j'ai toujours pensé. C'est que dans le monde qu'on appelle arabe, nous avons plus de respect et de culte pour les ancêtres que pour les enfants. Je voudrais que cela s'inverse. C'est pour ça que j'ai choisi la fable d'Abraham, celui qui veut sacrifier son fils pour ses croyances. Et donc, je rêve de cela. Je rêve d'un renversement spectaculaire, générationnel, qui ferait que l'enfant soit inventé dans le monde arabe et qu'il soit placé en haut des priorités plutôt que nos ancêtres. C'est une chose importante pour moi. Et je crois que c'est un grand mystère, celui de donner la vie, parce qu'on ne peut pas donner la vie si on n'y croit pas, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je suis féministe, c'est pour ça que je crois que la femme porte un grand mystère que je jalouse quelque part. Elle donne la vie. Nous, les hommes, nous ne donnons pas la vie. Nous pouvons la protéger peut-être, nous croyons la protéger, mais nous sommes exclus de ce mystère. Maintenant, pour l'allégorie, un roman n'échappe peut-être pas à l'allégorie. Peut-être qu'il est à mi-distance entre l'allégorie et la réalité. Vous prenez Le vieil homme et la mer de Hemingway. Est-ce que c'est une allégorie? Oui. Est-ce que le pêcheur a existé? Oui. Il s'appelle Funes, je crois. Il a vécu aux États-Unis jusqu'à 104 ans. Est-ce que, quand nous lisons ce roman, nous ne sentons pas cette lutte contre les forces de la nature, cet éloge de la patience et de la résilience, cette force et ce courage de Santiago? Oui. Donc c'est une allégorie, c'est pour ça que nous le lisons. Mais est-ce que ce n'est qu'une allégorie? Non, parce que la littérature a inventé quelque chose qui ne soit pas totalement allégorique comme dans la mythologie ancienne. Le roman est né avec Don Quichotte. Don Quichotte est un peu une allégorie, mais en même temps, il est ironique, il est ridicule. Ce n'est pas le héros, le chevalier qui a vaincu les dragons. C'est juste quelqu'un qui a des illusions. Et il nous ressemble. Le roman, c'est une façon de rendre plus humain le mythe. Dans le mythe, les dieux sont trop puissants, les mortels sont trop mortels et les leçons sont trop évidentes. Dans le roman, chacun a ses faiblesses. Donc, est-ce que c'est une allégorie de l'Algérie? Possible, mais je n'écris pas pour les Algériens. Je n'écris pas parce que je suis algérien et je n'écris pas pour devenir un Algérien. Je suis comme tout le monde. Je lis pour ne plus être moi-même, mais pour être quelqu'un d'autre, 1000 autres. Donc, c'était Umberto Eco qui disait cette phrase magnifique: celui qui ne lit pas est condamné à n'être que lui-même. Et c'est une chose merveilleuse. Donc, est-ce qu'il y a de l'allégorie dans un roman? Oui. Est-ce que c'est l'allégorie de l'Algérie qui ne peut pas raconter? Oui. Mais si le roman est traduit maintenant en grec, pardon, et dans d'autres pays, c'est qu'il touche autre chose.
Meursault a été traduit dans une quarantaine de langues parce qu'il touche quelque chose d'autre, je l'espère. Et c'est ce qui me flatte. Mais un roman est moins qu'une allégorie. Et son interprétation politique, historique, elle est valable, mais elle n'est pas totale, elle n'est pas définitive. On peut lire n'importe quel roman comme un sujet politique. Prenez Lolita de Nabokov. Est-ce que c'est le roman d'un pervers sexuel? Oui. Est-ce que c'est le roman d'un écrivain qui essaie de séduire l'Amérique trop jeune sous forme de Lolita? Certains le disent. Est-ce que c'est le roman de la dénonciation? Oui. Est-ce que c'est le roman de l'aveu de ce qu'on cache? Oui. En fait, c'est ce qu'on appelle un roman. C'est tout cela. Merci beaucoup pour cette réponse. La question suivante vient de l'Université de Ioannina et je passe la parole à Michel Karagiannis. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur Daoud, de nous donner la possibilité de cet échange. Un grand merci aussi aux organisateurs de l'Institut de Thessalonique. La question de notre équipe de Ioannina est la suivante. La mémoire ne peut pas être totalement fixée ou captée. Elle reste marquée par ce qui échappe à toute représentation, image, texte, symbole, ce qui fait de la mémoire un processus inachevé et toujours en mouvement. L'impossibilité foncière d'une représentation totale de ce qui a été vécu n'est pas synonyme de l'oubli. Peut-être donc, il ne s'agit pas de trancher entre mémoire et oubli, mais entre activité et passivité vis-à-vis de ce qui a été vécu. Bonsoir, merci. Je suis d'accord pour votre remarque. Qu'est-ce que la mémoire? Est-ce que c'est une façon de se souvenir ou est-ce que c'est le souvenir lui-même? Et qu'est-ce que l'histoire? Est-ce que c'est le récit des vainqueurs ou c'est le droit des vaincus d'apporter leur version? Longtemps, l'histoire, c'était le récit des vainqueurs et ce n'est pas le récit des vaincus. Et longtemps, la mémoire, c'est comment se souvenir plutôt que le souvenir lui-même. Vous avez tout à fait raison. Mais ce sont des questions abyssales. Elles font peur pour quelqu'un comme moi. C'est comme, est-ce que je vois, est-ce que lorsque vous dites la couleur verte et ce que moi je dis la couleur verte, est-ce qu'on parle de la même chose? On ne le saura jamais. Vous êtes dans votre univers avec vos yeux et moi aussi. Vous pouvez voir une autre couleur qui s'appelle le vert et moi je verrai une couleur qui s'appelle le vert. Et on va tous discuter sur la beauté d'une veste verte alors que nous voyons deux choses différentes. Borges aime beaucoup ce genre de dilemme sur la perception et c'est un courant philosophique pendant longtemps. Euh, oui, si on prend les choses comme ça. Mais d'un autre côté, dans ce roman, il s'agit d'un fait qui est là. C'est qu'il y a une loi qui dit il ne faut pas en parler. Et je ne crois pas avoir lu, et j'espère me tromper, mais je n'ai lu dans aucun pays une interdiction de se souvenir. J'ai lu des lois qui obligent à se souvenir, des lois qui obligent à entretenir la mémoire, mais pas des lois qui interdisent de se souvenir d'une guerre qui a eu lieu. Alors, oui, on peut en parler. Mais il y a encore plus grave. Nous sommes dans un pays qui dit qu'il ne faut pas parler d'une guerre civile et qui, depuis qu'il est indépendant, veut ne parler que d'une guerre de décolonisation. Nous sommes dans un pays qui cultive l'amnésie d'un côté et l'hypermnésie de l'autre. Alors, vous avez raison en ce qui concerne la guerre civile, mais vous avez aussi raison en ce qui concerne la guerre de décolonisation. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? En Algérie, comme beaucoup de pays, je pense qu'à un moment c'était aussi la Grèce, on aime bien rire et se moquer et contester le récit officiel. S'ils disent qu'il y a eu une bataille, il y a eu 1 000 morts, nous savons très bien qu'il n'y a eu que 200 et qu'il fallait 1 000 morts parce que peut-être un dictateur avait de la famille là-dedans, donc il avait besoin de héros dans sa famille. L'histoire, elle est toujours sujette. D'ailleurs, depuis peu, il y a une commission d'histoire entre l'Algérie et la France, une commission mixte. Elle est sous une pression énorme parce que l'enjeu est toujours politique, il n'est pas un enjeu de connaissance. Mon sujet dans ma vie n'est pas l'histoire au sens large, c'est l'histoire telle que je la subis. Qu'elle soit vraie ou pas, cela ne change rien. Quand vous lisez Orwell, les récits sont faux, mais la douleur, elle est vraie. Donc, que l'histoire soit vraie ou pas, c'est comment je subis l'oubli ou l'histoire qui m'importe. Et comment moi je me souviens,
ou pas. Dans ce roman, Aïssa dit toujours que parfois les choses, il essaye de s'en souvenir avec intensité, il commence à les oublier. Ça nous arrive tous. Il dit par exemple que pendant un moment, les gens le croyaient, et après la réconciliation nationale, les gens ne le croyaient plus. Ils n'avaient plus de preuves. Donc, oui, ce sont des questions très politiques, mais ce sont des questions très humaines. Qu'est-ce que le souvenir? Qu'est-ce que la mémoire? Et qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, c'est pour les politiciens. Les souvenirs, c'est pour la famille. Et la mémoire, c'est une question très grave, parce qu'elle peut signifier la santé, la folie, ou la fidélité, ou la généalogie, ou la maladie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces questionnements qui vont, je crois, nous faire tous réfléchir un petit peu plus ce soir. Et je laisse la parole maintenant à Evangelos Balamiotis de l'Université de Thessalie. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement Madame Fénérol et l'Institut français de Thessalonique pour l'organisation de ce webinaire, ainsi que pour cette belle opportunité d'échange. Et bien sûr, merci Kamel Daoud de partager ces moments avec nous. C'est un privilège de vous écouter et d'échanger sur des questions qui résonnent profondément dans notre monde actuel. Je continue avec notre question. Euh, dans, dans notre monde qui est tellement taraudé par des sujets qui questionnent sans cesse et font flamber des conflits, quel, quel est selon vous le rôle de l'homme et de la femme intellectuelle? Ce rôle est-il le même en Europe et dans les pays du Moyen-Orient? Aujourd'hui, avec la médiatisation des auteurs, qu'ils soient romanciers, essayistes ou poètes, nous avons pu trouver très facilement sur Internet au moins une vingtaine d'heures d'interviews, émissions ou masterclass avec vous. On demande aux auteurs d'avoir un avis sur des enjeux sociaux, politiques, géopolitiques, etc. Cela vu paraît-il logique et souhaitable? Merci d'avance. Merci à vous pour votre question. C'est une vraie question qui a un impact sur ma vie quotidienne. Euh, alors, d'abord, quand vous êtes franco-algérien, vous n'êtes pas seulement un écrivain, vous êtes un objet politique. Vous êtes interrogé par les élites algériennes décoloniales comme une singularité et vous êtes interrogé par les élites françaises comme une singularité. Donc, dans les deux cas, vous êtes un sujet politique. Quoi que vous disiez, c'est interprété comme étant de la politique. Si vous dites le couscous algérien, il est très bon, ils vont vous dire que vous êtes un hypernationaliste. Si vous dites j'aime beaucoup Aragon et Éluard et René Char, ils vont vous dire vous n'êtes pas dans un décolonial, donc vous n'aimez pas l'histoire de votre pays d'origine. Donc vous êtes un objet politique parce que vous êtes dans un champ mémoriel qui n'est pas encore apaisé. Et ça fausse beaucoup de choses. Souvent, je dis aux gens, je suis un écrivain et je suis aussi journaliste, mais je suis un écrivain. Et quand j'écris des romans, ce sont des romans. Est-ce que je suis le premier? Dans ce cas, non. Prenez Albert Camus. Il a toujours été placé dans une situation où il est interrogé sur la guerre d'Algérie, sur la France et sur l'Algérie. Il a écrit La peste et on l'interroge toujours sur ce sujet. Il a écrit L'étranger, on l'interroge sur la guerre d'Algérie. Il a écrit La chute, on l'interroge sur la culpabilité vis-à-vis de l'Algérie. Donc, oui, on est un objet et un sujet politique permanent et cela est un peu gênant pour moi. J'essaie beaucoup d'éviter les médias et j'essaie de faire des rencontres publiques avec les gens, avec les lecteurs, plutôt qu'avec les médias, pour pouvoir exprimer justement ce que je crois être la véritable fonction de l'intellectuel maintenant. C'est apporter la complexité et la nuance. Parce que nous sommes dans des flux qui nous imposent une réflexion binaire. C'est soit un, soit zéro. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Soit c'est tel pays qui est mauvais, soit tel autre. Ce n'est pas le cas de la vie, elle est beaucoup plus complexe. Et un romancier ou un écrivain ne crie pas des choses tranchées. Il s'intéresse à ce qui est ambigu et complexe. C'est ce qui fait le charme des livres et des romans. Donc, je crois qu'un intellectuel, aujourd'hui, est forcé à réintroduire de la nuance, parce qu'elle a disparu, de la complexité, parce que
l'ère d'Internet et des réseaux sociaux simplifie trop les débats et de rappeler qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des opinions, il y a des choix, il y a une foi, mais il n'y a pas de vérité absolue. Et ça, c'est très important. Alors, l'intellectuel réintroduit aussi la réflexion, c'est-à-dire le temps lent, L-E-N-T, c'est-à-dire un temps qui permet de réfléchir. J'enseigne et je vois que mes étudiants aussi, depuis quelques années, commencent à, y compris moi d'ailleurs, à perdre la patience avec les textes moyens, avec les développements moyens. On veut juste une phrase ou deux, pas plus. Cela ne permet pas d'expliquer. Je vous donne un exemple, cher monsieur. Quand je fais un entretien sur l'actualité algérienne, maintenant je n'en fais plus, j'essaie de développer sur deux paragraphes. À la fin, il y a une phrase qui survit et qui va dans les réseaux sociaux et je suis jugé par rapport à cette phrase-là. Je ne pense pas que être un intellectuel, c'est produire une phrase. Je pense qu'au minimum, et la moindre des choses, c'est de produire trois ou quatre. Euh, donc, c'est un peu difficile. Et quand vous êtes écrivain, vous êtes un peu le contraire des réseaux sociaux. Vous développez de la nuance, vous développez des personnages, vous développez de la complexité. Et c'est un peu, ce n'est pas, c'est antinomique vis-à-vis de la réflexion de maintenant et de la manière de consommer de l'information maintenant. On ne peut pas scroller un roman, on doit le lire, alors qu'on peut scroller un écran et passer très rapidement. Donc, je pense qu'il y a une fonction de l'intellectuel qui est là et qui est à revoir. Alors, bien sûr, pour finir, ce n'est pas la même mission en Occident comme dans des pays comme mon pays natal. En Occident, il y a une démocratie. Un intellectuel, ce qu'il risque, c'est d'être attaqué par ses pairs, d'être contredit. Il risque une polémique. Dans des pays comme l'Algérie ou ailleurs, on risque la prison, sinon sa vie. Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes enjeux et ce ne sont pas les mêmes pratiques de pouvoir et d'autorité ou d'autoritarisme. Donc la fonction n'est pas la même. Alors, si vous êtes un intellectuel algérien issu du monde musulman, croyez-moi, c'est difficile. Parce que si vous dénoncez les islamismes, on va vous dire que vous êtes islamophobe. Si vous ne dites rien sur les islamismes, vous effacez une guerre civile que vous avez vécue. Si vous dites qu'il faut sortir du post-colonial, on vous dit que vous voulez servir l'ancien colonisateur. Si vous ne parlez que du colonial, vous ne rendez pas justice à vos enfants. Vous ne leur permettez pas de vivre un pays heureux et fort et puissant qui s'accapare du présent et du futur. Si vous dites je ne veux penser ni la France ni l'Algérie, les gens vous disent mais vous servez à quoi? Si vous écrivez un roman, ils vont chercher une interprétation politique. Je crois que ce n'est pas éternel. Je pense qu'avec le temps, cela passe. Je ne connais pas beaucoup l'histoire de la Grèce, mais je suppose qu'à un moment de violence, les écrivains étaient aussi sollicités. C'était entre un ou zéro, toujours entre les deux mondes, et qu'on a lu peut-être le roman en fonction de l'actualité politique. Mais après, l'actualité, elle meurt, elle passe. Nous ne lisons pas les grands écrivains comme Hermann Hesse de la même manière que leurs contemporains. Hermann Hesse était un écrivain allemand qui était contre la guerre. Donc peut-être qu'il a écrit des romans qui étaient perçus comme anti-guerre, mais maintenant on peut le lire pour autre chose. Est-ce que nous lisons Homère comme les Troyens ou comme ceux qui assiégeaient Troie? Peut-être que si nous étions contemporains, nous aurions lu Homère différemment. Mais Homère est mort, Troie n'existe plus, le poème il est là et nous le lisons pour autre chose. Donc oui, l'intellectuel est un homme engagé, une femme engagée, mais il n'est pas que cela. Merci. Merci, cher Kamel, pour cette vraiment analyse stricte de ce qu'est, ça veut dire engagement intellectuel, car vous êtes sur cette voie, sur cet engagement intellectuel riche, très fort, bien sûr, risqué, même par les chroniques, même par la littérature elle-même. On n'a pas le temps d'échanger plus. Je passe à la question suivante et je donne la parole à l'Université de Macédoine occidentale, à Dimitra Braudaki. Bonjour de l'Université de la Macédonie occidentale. Et de la part de mon équipe, nous vous remercions, Kamel Daoud, d'être avec nous aujourd'hui, ainsi que l'Institut français de Thessalonique qui nous donne cette précieuse occasion de vous rencontrer. C'est vrai que votre roman a suscité beaucoup de discussions dans notre équipe. Alors, notre question est la suivante.
Dans votre roman, l'image d'Aube en tant que livre est trop puissante. Aube s'exclame: Moi, en livre, mon corps représenterait un gros cahier chargé de secrets, une écriture pour que nul ne puisse oublier ce qui est arrivé en 10 ans à Angélique ou encore sa mère qui lui affirmait. Et toi, tu as un livre, un véritable livre, les récits de ce qu'on ne doit pas oublier, un alphabet que seuls les ignorants ignorent. À travers cette métaphore, votre roman explore le fragile équilibre entre le deuil et la mémoire, entre ce qui se perd et ce qui doit être transmis. Comment, selon vous, trouver l'équilibre entre le devoir de se souvenir et le risque d'entretenir la douleur et la rancune? Pourrait-on parler d'une écriture exorcisante, cathartique, qui libère du poids du passé tout en refusant l'oubli? Toute écriture, elle est bâtie, je pense, sur un petit mensonge entre l'écrivain et le lecteur. C'est que je peux vous parler de l'oubli, mais je vous vends un livre que vous n'allez pas oublier. Donc, toujours, la littérature, elle est ludique. Et au fait, peu de gens me disent ce que j'ai laissé dans Ori. Ori, c'est le roman d'un livre. Au fait, le vrai personnage du roman, ce n'est pas Hobbes, ce n'est pas Aïssa, c'est le livre lui-même. Parce que elle dit elle-même, je suis un livre. Aïssa cherche un livre, vend des livres, rachète des livres et il distribue des livres. L'imam à la fin parle du livre sacré. Et tout cela fait que le véritable personnage central de ce roman, c'est le livre lui-même. Alors, comment je l'ai fait? Vous savez, quand vous écrivez un roman, il faut toujours trouver une excuse pour décrire une ville. Et pardon, le fœtus comme étant le lecteur lui-même. Quand Aube dit à sa fille, tu es dans cet endroit obscur, tu ne vois pas bien, je vais te décrire Oran. Et au fait, c'est moi, l'Algérien, l'Oranais, qui décrit pour vous Oran. Et ce livre-là, c'est une discussion entre un écrivain qui raconte une histoire et un lecteur qui, peu à peu, commence à entrevoir le monde réel, le monde qui est décrit dans ce roman. Et c'est une discussion profonde entre un lecteur qui écoute et entre un écrivain qui lit. Ce sont les deux. Quand vous vous adressez à un lecteur qui habite la Norvège ou le Sénégal, il n'est pas avec vous, il ne connaît pas Oran, il ne me connaît pas, il ne connaît pas cette histoire. Donc, j'ai imaginé comment séduire l'inconnu. Bien sûr, je parle comme nous tous à l'enfant qui est en nous-mêmes, mais je parle aussi au lecteur qui est inconnu. Ce roman, c'est le roman des lecteurs, parce que depuis mon enfance, la grande aventure de ma vie, c'était la lecture, c'était le livre. J'ai découvert les livres très très jeune, 9 ans. J'ai commencé à les lire tout seul, je n'avais pas de dictionnaire. Et la grande angoisse de ma vie jusqu'à l'âge de 22 ans, c'était trouver des livres dans le village. Il n'y en avait pas. Il y avait des moitiés de livres, des couvertures de livres, des livres qu'on me prêtait, des livres qu'on m'offrait qui n'étaient pas très bons. Et je lisais tout ce que je pouvais trouver dans le village. Et la grande aventure, c'était se lever le matin et aller se trouver des livres. À l'âge de 13 ans, j'ai découvert dans la grande ville à côté, à 10 kilomètres, quelqu'un, un libraire qui a accepté de me louer des livres. Donc pendant 5 ans, je lui déposais un peu d'argent de poche qu'il gardait en consigne et il me louait des livres pour une semaine. Donc j'avais 2 romans par semaine, je les louais. Et pour moi, jusqu'à maintenant, ça m'arrive dans mes rêves, quand le matin j'ai assez d'argent pour le bus et j'arrive et il n'est pas ouvert et il est fermé. Et c'est une grande déception pendant 15 jours. Parce que je faisais de la navette, ça me coûtait de l'argent, mais il était toujours fermé. Et c'est pour ça que l'histoire de Aïssa, c'est une histoire de livre. L'histoire d'Ob est une histoire de livre. L'histoire de Ouri, c'est une histoire de livre. Et l'histoire aussi de terrorisme et d'islamisme, c'est une histoire de comment on interprète un livre pour pouvoir tuer les autres. Tout cela se rapporte à un seul objet pour moi, c'est le livre. Le livre rêvé, le livre acheté, le livre lu, le livre prêté, le livre imaginé. Ouri, c'est l'histoire d'un livre. Merci bien. Merci. Je vous remercie donc pour l'histoire de ce livre, pour les romans des lecteurs, au nom de tous les lecteurs qui ont aimé et qui ont été passionnés qui sont passionnés par la lecture. Merci. Et je passe maintenant à la question à l'Université de Thessalonique et à Artemis Koumiotti.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci Kamel Daoud. Notre équipe d'Université Aristote vous remercie pour votre présence ici aujourd'hui. Notre question est la suivante. Le sujet de l'avortement est développé pendant toute la narration de l'héroïne. Un sujet qui fait débat toujours dans le monde. Dans le récit, l'héroïne justifie son choix en raison de milieu social qui paraît être hostile et difficile à l'égard des femmes. Pensez-vous que ces questionnements constituent une raison fréquente de l'avortement, surtout en Algérie? Merci. Merci pour votre question. Effectivement, c'est un sujet très sensible. La loi algérienne est une des lois les plus dures sur l'avortement, même en cas de viol. C'est une question qui s'est posée après la guerre civile. Qu'est-ce qu'on fait des femmes qui ont été violées et qui ont des enfants? Donc, c'est une question qui a été quand même évitée un peu. Ça, c'est du point de vue de l'histoire algérienne et de l'aspect juridique. D'un autre côté, à titre personnel, je ne peux pas dire que je connais cette douleur. Ce sera indécent de ma part. Mais autour, on voit la détresse des femmes en Algérie qui cherchent à avorter et qui ne le peuvent pas parce qu'elles se feront arrêter. Et ça pose une autre question qui pour moi est fascinante. Comment peut-on vivre une vie lorsqu'on n'est pas propriétaire de son corps? Ça m'a toujours fasciné, ça m'a ébloui. Comment peut-on être le colocataire de son corps au lieu d'être le propriétaire de son corps? Comment moi, je suis Kamel Daoud, je possède mes jambes, mes bras, ma poitrine, c'est à moi, c'est à moi. Alors qu'une femme, son corps, il appartient dans certaines sociétés au plus fort, au papa, aux frères aînés, au plus fort du quartier, aux hommes, etc. Et la femme, elle est là en train de le couvrir ou de le découvrir en fonction des autres, et comme si elle n'habitait qu'une petite partie d'un grand immeuble et que ce n'est pas à elle. Et donc, quand la femme tombe enceinte dans des circonstances particulières, comment se fait-il que ce sont les autres qui décident pour elle ce qu'elle peut faire ou pas d'une vie qui est en elle? Elle l'accepte ou elle l'accepte pas. Pourquoi ça devient l'affaire de tout le monde alors que certaines affaires des hommes ne deviennent pas l'affaire de tout le monde? Vous me direz que ce n'est pas la même chose, mais moi, je ne demande jamais l'avis de beaucoup de gens quand je vais chez le coiffeur, ou je me rase la barbe, ou je choisis une chemise, ou j'aime quelqu'un, ou je me mets nu ou pas. Donc, tout cela m'a bouleversé. Et je suis journaliste, donc j'ai écrit sur ces sujets-là parfois, mais avant d'écrire ce roman, je feuilletais sur Internet les forums des femmes algériennes en détresse, et c'était poignant, c'était lourd, c'était, c'était scandaleux. Il y avait une telle détresse. J'ai mis tout un chapitre dans ce roman, le chapitre 5, avec les fautes, avec etc. Ce sont des forums qui existent. Donc, et on profite aussi de la détresse de ces femmes-là, avec tous les charlatans, avec les risques de santé et beaucoup de choses. Donc tout cela, pour moi, c'est un nœud. Et ça pose la question de la propriété du corps, de la vie, du respect qu'on a pour les femmes et du respect aussi qu'on a pour la vie. C'est quelque chose qui me bouleverse, pour être sincère. Et jusqu'à maintenant, je ne fais que tourner autour de ce sujet-là en tant qu'homme. Je ne peux pas aller au fond de la douleur, mais j'essaie d'y réfléchir d'une manière ou d'une autre. En Algérie, du moins, je ne connais pas la législation des autres pays. La législation est très dure envers les femmes. Merci beaucoup. Je sens que vous évoquiez pour chaque question des réponses qui demandent beaucoup d'analyse et qu'on pourrait passer des heures et des heures à discuter, mais le temps nous presse et je dois passer la parole à l'Université de l'Égée à Mytilène, à Eleftheria Flaktaklaki. Oui, bonjour à tous de la part de l'équipe de l'Université de l'Égée. Monsieur Daoud, en commençant par exprimer mes félicitations pour ce merveilleux vraiment roman historique, je dois admettre que je suis impressionnée par le titre Houri, qui est évocateur et provocateur car il fait référence aux femmes très belles promises aux bons musulmans qui accéderont au paradis dans la tradition islamique. Je me tiendrai à la première question car vous avez déjà répondu dans le cadre de cette discussion.
Et alors, car je me demandais, qui concerne votre expérience personnelle, vous ont motivé pour écrire l'URI, et bien sûr les liens avec l'Algérie, alors ça c'est déjà répondu. Alors la deuxième question concerne l'impact, quel impact espérez-vous que URI aura sur la littérature algérienne et francophone, et comment pensez-vous que ce roman contribue à la mémoire collective? Et une deuxième question, c'est croyez-vous que la littérature soit un outil pour briser le silence autour de souffrances des femmes dans ce contexte et quel message espérez-vous transmettre à travers cette œuvre? Merci beaucoup. Merci. Il ne faut pas que j'oublie les questions, donc je commence par la dernière. C'est que je n'aime pas la littérature à message. C'est un des péchés mignons des systèmes totalitaires de produire des littératures avec des messages. Je crois que la littérature, elle est là avec des interrogations. Est-ce que ce roman, comment il impacte d'ailleurs la réflexion, si j'ai bien compris, la première question, c'est comment il impacte un peu la réflexion sur la mémoire et sur la femme dans les deux pays. Je ne sais pas, je sais, enfin, plus ou moins, les réactions à la publication de ce roman ont été très élogieuses et très violentes, d'une violence politique extrême. Mais je le savais, parce que c'est un sujet, d'abord, c'est un sujet qui est perçu à travers le prisme politique en Algérie. La deuxième, c'est que j'ai publié ce roman en français, c'est-à-dire chez les voisins. C'est comme vous racontez une histoire de famille chez les voisins qu'on n'aime pas. Donc, ça prend un autre sens. Je l'ai publié en langue française. Je ne parle pas de la guerre de décolonisation, mais d'une guerre que l'on essaie de cacher. Tout cela a fait que ce roman a été à la fois bien accueilli et en même temps accueilli avec beaucoup de violence. Sachant aussi qu'en Algérie, cette histoire, elle est cachée. Et donc, les gens qui ont souffert n'ont pas encore parlé, ils n'ont pas encore raconté. Donc, on touche à une blessure qui est encore vive. Et les réactions peuvent être oui, tu as raison, oui, tu as bien fait, et non, tu n'aurais pas dû, et non, il fallait que ce soit nous et pas toi, etc., etc. C'est ainsi. Je savais que j'allais vers ça. Je savais que la réaction était là parce que si j'avais été un Rwandais et que j'avais écrit un roman Ouri pour le Rwanda, je ne pense pas que j'aurais eu des problèmes parce que le Rwanda est un pays qui fait un travail de mémoire et d'apaisement. Mais si un autre écrivain de Rwanda avait publié mon roman en Algérie, il aurait eu beaucoup de problèmes parce que le travail de deuil n'a pas été fait. Donc, il y a ça. Il y a d'autres aspects. Le roman a été beaucoup piraté en Algérie, il a été lu. Vous le savez très bien, c'est en interdisant une chose qu'on l'a fait lire. Le débat sur la guerre civile, il est revenu. Je l'ai vu sur les réseaux, il est revenu. On a essayé de cacher, mais il est là, qu'on ne le veuille pas. Est-ce que ça change les choses? Oui, peut-être, j'espère. Est-ce que c'était mon but? Non, j'aurais écrit un manifeste plutôt qu'un roman si j'avais envie d'avoir un discours politique. Euh, Est-ce que peut-être il va relancer la thématique de la réflexion sur la guerre civile et sur la mémoire? Oui, je pense que peut-être à l'avenir. Quoique la situation des écrivains algériens, c'est une situation de personnes qui vivent sous la terreur à cause justement de ça. Et que le message qui est diffusé maintenant, c'est ne soyez pas des écrivains, parce qu'il vous arrivera ce qui arrivera à M. Daoud, à M. Sansa. Donc, mais ça passera. Je suis optimiste. Tout cela passera. Pardon, la deuxième question était. Euh, oui, ok, c'était, croyez-vous, mais je vous avais déjà répondu que la littérature soit un outil pour briser le silence autour de Oh, souffrance des femmes dans ce contexte et quel message espérez-vous transmettre à oui. travers cette... La littérature, oui, elle brise le silence. Je prends des cas très simples que tout le monde connaît, qui sont de l'ordre du cliché. Qu'est-ce qu'on sait sur le goulag si Solzhenitsyn n'avait pas écrit sur lui? On peut faire des rapports sur une dictature, sur une condition, sur la condition de la femme, on peut faire des recherches, des chiffres. Cela n'ébranle pas comme l'art. L'art, il convoque quelque chose de profond en nous et il permet de voir les choses autrement. L'art, c'est un changement, révolution dans le regard. Moi, ce que j'ai fait dans ce roman, je n'ai pas appelé, comme on a essayé de dire, à faire le procès de certains ou à dire que la guerre civile vaut plus que la guerre de décolonisation. Tout cela, c'est des interprétations politiques des médias et ça, on ne peut pas les éviter. J'ai essayé juste de réfléchir sur le bonheur. Pourquoi nous n'avons pas une imagination sur le bonheur? Pourquoi nous ne nous sentons pas capables de vivre au lieu de penser à survivre? Pourquoi nous nous sentons coupables tout le temps?
Est-ce que, est-ce que il a été utile de libérer tout un pays avec des sacrifices pour arriver justement à ne plus concevoir et imaginer et vivre la liberté? Qu'est-ce que être une femme? Pourquoi on hait les femmes autant? D'ailleurs, à un moment, Hobbes le dit, pourquoi ils nous haïssent tant? C'est un mystère pour moi. Pourquoi ils haïssent Pourquoi chaque fois que le monde va mal, c'est la femme qui le paye, que ce soit aux États-Unis ou en Afghanistan? Pourquoi chaque fois qu'il ne pleut pas, on dit que c'est la faute des femmes? Quand il y a des séismes, on dit que c'est la faute des femmes. Tout cela me fascine. Et donc, est-ce que ce roman va participer à cette réflexion? Écoutez, je ne veux pas être prétentieux, mais j'aime bien le croire. Ça me permettra d'écrire le prochain. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez fait allusion dans votre réponse au Rwanda et j'avoue que il y a quelques semaines, nous avons parlé avec Gamal Faye sur son livre Jacaranda et je crois que vous avez beaucoup de points en commun et j'espère que peut-être nous pourrions organiser ici à Thessalonique une rencontre entre Kamel Daoud et Gaël Faye et je pense que vraiment on aurait quelque chose de vraiment spécial. Je trouve que dans votre réflexion sur la femme, sur l'oubli, sur l'histoire, vous avez énormément de points communs dans la façon aussi de d'écrire. Et j'espère, c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant, que nous pourrions organiser un dialogue entre vous deux. Plaisir. Avec Merci. plaisir. Je laisse maintenant la parole à l'Université du Pirée et à Elisabeth Tomaï. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur Dao. En tant que représentatrice de la comité de l'Université de Pirée, je veux vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Et notre question est la suivante. Hope, rendu muette par un traumatisme, semble trouver une forme de guérison symbolique à travers la douleur de l'accouchement. Comme le souligne la phrase, je cite, chacun des cris de Kaldum me ressuscite. Ma voix est là. Kaldum est né dans une douleur qui m'a reparé de toute la douleur. Fin de citation. Pensez-vous que la naissance de sa Ouri soit une forme de réconciliation avec le passé, une forme de renaissance, ou bien ce lien entre la douleur et la renaissance d'Aube est-il votre propre façon de transcender l'intensible de la guerre civile, des atrocités et ces atrocités? C'est possible. Je pense que votre question, je n'y ai pas pensé comme ça, mais elle me suggère une piste de réflexion. Est-ce qu'on répare une douleur par une douleur plus noble? Peut-être, c'est un peu souvent comme ça dans la vie. Mais au fait, pour moi, l'accouchement de Hob, quand elle accouche de sa fille, ce n'est pas pour réparer le passé, c'est pour réparer la vie. C'est pour leur réparer le sentiment d'être vivante, le droit de vivre. Vous savez, une des grandes questions qui se posent après une guerre civile pour les survivants, c'est pourquoi moi je suis vivant et les autres sont morts? On perd la raison profonde de notre vie quand on est survivant. On se sent coupable par rapport aux morts. On se sent dans une position illégitime. Pourquoi moi? Pourquoi lui, il est sous terre ou elle, elle est sous terre et pourquoi moi, je suis là? Et on se sent tout le temps mal parce qu'on n'a pas une réponse. Sauf que, à un moment donné, si on donne la vie, on a la bonne réponse. Si je suis là, c'est pour continuer la vie. Si je suis là, c'est parce que les gens qui sont morts, ils ne sont pas jaloux de ma vie, ils me disent, vivez, vivez, vivez encore. Et Aube, elle le comprend. Aube, à la fin, elle dit, je me suis trompé. Les gens qui sont morts dans mon pays, ils ne me disent pas de mourir, ils me disent, vis encore plus que nous. Vis la part que nous avons laissée. Et jouis de la vie. Et au fait, peut-être que nous nous trompons sur les morts. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Aube le croit. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que il nous demande de vivre ce qu'il leur restait comme vie et que nous devons être heureux, profondément heureux parce que nous sommes là. Donc, après une guerre civile, la question du survivant est une des questions les plus douloureuses et les plus difficiles. Ça arrive dans la vie personnelle quand on perd quelqu'un de très précieux. Et après, on se dit, pourquoi je suis resté? Pourquoi je ne suis pas parti avec? Et vous savez qu'est-ce qu'on fait souvent? On essaie d'imiter les morts. On devient un homme ou une femme froid. On ne veut pas qu'on nous touche. On ne veut pas aimer. On ne veut pas parler. On ne veut pas rire. On ne veut pas se confier.
Parce qu'au fond, on se dit, si je joue les morts vont me pardonner. Hope croit que c'est une erreur. Elle croit que lorsqu'on est survivant, il vaut mieux être vivant. Et le seul moyen de mériter la vie, c'est de la donner. C'est paradoxal, mais quand elle accouche, elle ne répare pas le passé. Elle répare le sentiment de vie chez elle. C'est, je crois que c'est un des grands mystères. Ça m'a fasciné. Merci beaucoup. Merci, Kamel Daouda. Après, c'est la parole à l'Université ouverte de Grèce où nous avons trois jurys. Et la première question appartient à Anna Varna. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais remercier l'Institut français de Thessalonique et vous, Monsieur Daoud, pour cette opportunité de parler sur un livre qu'on a beaucoup aimé et qui nous a bouleversés. Alors, notre question est, Danouri, vous mettez en lumière les violences subies par les femmes pendant la guerre civile algérienne, un sujet encore largement tabou. Pensez-vous que l'Algérie et le monde en général soient réellement prêtes à entendre ces récits et à refermer ces blessures? Ou bien, dans un contexte de retour du conservatisme et de remise en question des droits pourtant acquis, cette fracture demeure-t-elle encore ouverte? Enfin, pourquoi avoir choisi le titre Uwis, qui évoque précisément une représentation religieuse et patriarcale de la femme idéalisée et soumise? Je commencerai par la deuxième question parce il fallait que je note la première, mais on y reviendra. Ori, ce sont comme vous le savez, les femmes, enfin, ce ne sont pas des femmes, ce sont des objets sexuels dans le paradis et qui sont décrites par toute une littérature à partir du XIIe siècle et elles sont là pour assouvir les besoins sexuels des héros, des croyants, etc. Si je l'ai employé, c'est que tout le, toute la moquerie, toute la plaisanterie, tout l'humour de Hobbes, c'est de dire les vrais Ori, ce sont nous. Ce sont nous les femmes ici. Nous, ici, qui sommes vivantes. Les autres, c'est une question de foi, ce n'est pas une question de réalité. Donc, allez dans ça. Et puis, j'aurais voulu, personnellement, je l'ai fait pour me moquer aussi, mais j'aurais voulu que ces belles femmes, elles soient reconnues ici, pas de l'autre côté. Que toute cette littérature, elle soit consacrée aux femmes ici, pas après la mort. Et c'était amusant parce que ce que je décris dans le roman, je l'ai vécu. Quand j'habitais Oran, il y avait le salon de coiffure qui faisait face à la mosquée. Et parfois, j'allais avec ma voiture et je voyais les affiches avec des très belles femmes sur le salon de coiffure. Et pendant ce temps-là, l'imam faisait un prêche en décrivant les femmes de l'autre côté. Et j'avais envie de dire, mais elles sont là. Aimez-les maintenant, elles sont là. Là, vous êtes sûr qu'elles peuvent vous aimer aussi. Pourquoi vous attendez après? Donc, c'est pour ça que ce mot houri était pour moi important à arracher. La réflexion sur est-ce qu'il y a une vie après la mort, c'est une réflexion quasiment religieuse. Moi, je la pose d'une manière un peu plus philosophique. Est-ce qu'il y a une vie après nos morts? Est-ce que nous pouvons vivre? Nous avons le droit de vivre, de jouir, de rire, de danser, de boire, de nous aimer, de tout cela. Et donc, le mot ori, je voulais l'arracher à cette accaparation et à l'arracher à cet imaginaire maladif pour en faire quelque chose d'ici. C'était important pour moi. Ma première question, vous m'avez dit, pardon, parce que j'ai décroché un peu. Oui. Pensez-vous que l'Algérie et le monde en général soient réellement prêtes à entendre ces récits et à refermer ces blessures? Difficile de vous répondre. Je sais qu'à un moment ou à un autre, il fallait le faire. Est-ce que l'Algérie est prête? Je ne sais pas. La réaction, comme je l'ai dit à votre collègue, à la publication de ce roman a été d'une violence extrême. Et ça dure jusqu'à maintenant. Censure, attaque, interdiction, verdict, tribunaux, etc. Je pense que oui, elle n'était pas prête, mais en même temps, quand est-ce qu'elle le sera? Il faudrait un jour ou l'autre que quelqu'un tranche le nœud et qu'on y aille. Je pense qu'il fallait parler de cette période-là et qu'il fallait que quelqu'un le fasse. J'ai peut-être ce défaut intellectuel de faire des choses comme ça. Quand, quand j'ai écrit Meursault contre enquête, tout le monde me disait, mais comment ça? Il fallait que quelqu'un réponde à Camus ou à Meursault. Et on a mis des années, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Je l'ai fait. Pour Houry, la même chose. Il fallait que quelqu'un fasse ce travail-là. Il a été fait par d'autres romanciers en Algérie. Je ne suis pas le premier. Il y a eu deux ou trois romans. Il n'y a pas un travail immense, public, de recueil de témoignages, d'historiens, d'académiciens, de médecins.
de prise en charge. Il n'y a rien. Ce que je décris dans le roman, quand à la fin elle va dans le village où il y a eu un massacre, j'y étais. J'y étais avant d'écrire ce roman. Et c'était extraordinaire et bouleversant de voir qu'il n'y a pas une trace, pas un mot sur le massacre de 1200 personnes à peu près. Et je pense que c'est un travail de mémoire qui doit être déclenché. Et que, comme on évoquait le Rwanda, mais il y a d'autres pays, ce travail peut se faire d'une manière douce, acceptée, consensuelle. Et si on ne le fait pas, eh ben, ce travail viendra de cette manière-là, d'une manière brutale, mais il faut y aller. Et il faut faire ce travail de mémoire, surtout. Merci, merci beaucoup. Merci. Je crois la question suivante, c'est pour Kalliopi. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur Daoud. Je passe à une autre question. Dans votre roman Ouri, votre écriture recourt à la technique du monologue intérieur de l'héroïne principale Aube, un monologue qui, selon Jacobson, se pose plutôt comme un dialogue intériorisé entre un moi locuteur Aube et son double, et un moi écouteur, l'enfant qu'elle porte dans son ventre. À travers les circonvolutions et les méandres de sa pensée, elle hésite si elle va avorter ou mettre l'enfant au monde finalement. À travers des intarissables monologues où le moi est scindé et entre un dialogue avec son double, votre écriture relève en même temps l'écriture de l'événement dans la mesure où, en tant que journaliste, vous accordez une importance majeure aux événements historiques, sociopolitiques, religieux qui servent de maquette, dirait-on, pour la fabrication de votre histoire à mi-chemin entre réalité et fiction. Alors, pouvez-vous nous dire, grâce à ces modalités et aux enjeux du monologue intérieur, si Ouri est finalement pour vous la drame ou l'incommunicabilité d'un être humain et en même temps d'être d'une génération qui a subi l'atrocité et la brutalité de la guerre civile en Algérie, ou plutôt il reflète la quête identitaire d'un sujet ou d'une société au nom de la découverte de vérités cachées. Merci. Merci, madame. Écoutez, je ne suis pas quelqu'un qui est amateur des enjeux identitaires. Je lis et j'écris justement pour ne pas avoir une identité, mais d'en avoir plusieurs. Je ne sais pas qui a dit que lorsqu'on ne lit pas aussi, on n'a vécu qu'une seule vie. Et donc, pour moi, écrire, c'est la transgression justement de l'assignation identitaire. Le roman, il me sert justement à ne pas avoir un drapeau et aller vers l'autre. C'est pour ça que j'ai écrit avec la voix d'une femme, que j'écrirai peut-être un jour avec la voix d'un pêcheur au Japon ou d'un extraterrestre sur Mars. C'est important pour moi de transcender un peu les enfermements et d'aller au-delà. C'est à cela que me sert l'écriture. Sinon, il n'y a pas de plaisir à écrire 400 pages. C'est parce qu'on exerce de la liberté et de l'évasion qu'on écrit. Donc, il y a cet aspect qui est libérateur des identités plutôt qu'une assignation des identités. Donc, je n'écris pas pour dire qui je suis, mais dire ce que je rêve d'être et de comment je veux voir le monde à travers les yeux d'un autre personnage, d'une autre identité. Et ça, c'est très important pour moi de le souligner. Vous savez, c'est très complexe quand vous êtes un écrivain de la périphérie. Vous êtes un Algérien, on vous dit pourquoi vous écrivez en français, alors qu'un grand écrivain français, on lui dit pourquoi vous avez écrit un roman. Ce n'est pas la même chose. Lui, on l'interroge sur le monde, moi, on l'interroge sur un bout du monde. Je le refuse. Je dis souvent dans mes conférences pour plaisanter, moi aussi, je suis le centre du monde. Moi aussi, je peux raconter le cosmos, l'expliquer ou croire l'expliquer. Donc, c'est très important. Maintenant, vous touchez juste, quand vous dites le monologue, pour moi, c'est un genre majeur. Il y a de l'incommunicabilité dans chaque vie, vous le savez. Il y a aussi de la difficulté à trouver des mots. Souvent, dans les livres que je signe, je dis vivre, c'est trouver une langue. Et on met des années pour trouver une vraie langue. Et donc, il y a cette part-là. Il y a la part biographique.
Je lisais en français dans un milieu qui n'était pas lecteur et je n'avais pas à qui raconter les histoires que je lisais. Donc, ça pose aussi un problème de communicabilité et de langue. La langue a ses limites et on le sait tous. Au-delà, il s'agit d'autre chose. Peut-être qu'il y a la langue du dictionnaire, après il y a la conversation, après il y a la littérature. Si on veut se rapprocher encore plus, il y a la poésie, et au-delà, il y a le cri, et à la fin, il y a le silence amoureux, là où on n'a même pas besoin de dire pour pouvoir être compris. Je pense que la pyramide, elle se construit comme ça. Et moi, je suis à l'étage de la littérature où j'explique qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Vous vous levez le matin, vous voyez un arbre qui est transpercé par le soleil. C'est bouleversant à cet instant-là, mais il vous faut Homère pour le dire. Parce que c'est son métier et parce que ça vous bouleverse, parce que lui, il trouvera la langue pour dire les choses. Il y a une part d'incommunicabilité qui m'a toujours fasciné dans la langue et que à chaque fois, Meursault est un monologue, Oury est un monologue. Et peut-être qu'un jour, je serai assez doué pour faire un dialogue. Un jour. Merci. Merci beaucoup. On arrive à la dernière question, à Maria Bastonopoulou. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Un grand merci à l'Institut français de Thessalonique. Et bonsoir, Monsieur Daoud. Je passe immédiatement à ma question. Votre roman traite de questions politiques et sociales épineuses qui, incontestablement, ont suscité ou vont susciter des réactions en Algérie et conduire à la censure. Est-ce que vous croyez que l'écrivain devrait prendre en compte ces réactions avant de commencer à écrire? Merci beaucoup. Écoutez, c'est ce que je promets toujours à ma famille, mais ce que je ne fais jamais. C'est-à-dire prendre en considération les interdits, les limites, etc. C'est vrai que il ne faut pas, je ne pense pas qu'il s'agisse de mourir pour un livre, il s'agit de vivre et de lire des livres. Donc, oui, il faut de la prudence, oui, il faut, mais je ne suis pas toujours capable de ça. Quand j'écris, je n'ai pas ces lois ou ces attentes qui peuvent conditionner mon écriture. J'essaie, mais je n'y arrive pas toujours. Donc, est-ce que j'ai dit que ce roman, par exemple, est-ce que j'aurais voulu qu'il ne provoque pas autant de violence? Oui, bien sûr. La violence est douloureuse. La persécution, les attaques, tout cela est douloureux dans la vie. Est-ce que j'avais anticipé? Oui, je savais que c'était un sujet douloureux, mais je ne savais pas que ça allait prendre cette proportion. Est-ce qu'un écrivain doit toujours prendre en compte les réactions possibles avant d'écrire? Non. Ça, c'est le métier d'un politicien. C'est pas le métier d'un écrivain. Si vous faites ça, il vaut mieux changer de métier. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est toujours trahir les unanimités. C'est trahir un consensus. Soit on est écrivain et on accepte, soit on ne l'est pas et on peut avoir son bonheur. Ce n'est pas un choix. Vous savez, être quelqu'un de normal, c'est un choix héroïque. C'est défendre le droit à la normalité, etc. Donc, mais ce sont des natures différentes. Je ne réfléchis pas de cette manière et ça me vaut beaucoup de réactions sur mes articles, quand je fais des articles, surtout quand vous êtes un intellectuel entre deux mondes. Si je dis en Algérie que l'islam a posé un gros problème, il a conduit au massacre de 200 000 personnes, ils vont me dire oui. Si je publie cet article en Algérie, il va être lu. Si je publie cet article en Algérie et il est publié en Allemagne, ça pose problème parce qu'il va être interprété dans les débats politiques entre extrême droite, droite et gauche en Allemagne. Et donc, ils vont me dire, Monsieur Daoud, vous écrivez pour l'extrême droite. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je dois me taire et ne rien dire pour ne pas être récupéré ou est-ce que je dois écrire? J'ai choisi d'écrire en me disant, moi, je suis responsable de ce que j'écris, mais je ne suis pas responsable des interprétations des autres. La littérature, c'est un beau métier. Écrire des romans, c'est magnifique. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'attentes, d'angoisse, c'est quelque chose de physique, mais on se sent comme si on s'aventure dans un endroit que personne n'a vu. Et c'est ce qui fait que ça devient comme une drogue. Et on a envie toujours d'écrire parce qu'on a l'impression de vivre quelque chose de magnifique, sa propre vie. Donc, je ne sais pas, mais si on anticipe trop ce que vont dire les autres, on n'est pas un écrivain. On est un politicien ou on est un homme prudent. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous vous remercions pour cet échange vraiment passionnant. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire
sur les sujets que vous avez abordés. Et pour terminer, j'aimerais lire un extrait qui se trouve au début de votre livre, page 19, parce que c'est je trouve, un message d'espoir et on parle du personnage central de votre roman, qui est le livre. Entre parenthèses, vous avez écrit Respire. Mes deux langues m'enserrent la gorge comme deux mains. La première est la langue qui danse dans ma tête comme un foulard. Un fleuve cité dans le Coran. Une seconde peau sous la peau. C'est avec elle que je te parle pour te renvoyer auprès des femmes du paradis et te convaincre que venir au monde ne vaut pas la peine. Au lieu de tomber du ciel comme un mouton, reste-y, inaccessible aux hommes. Cette langue intérieure est composée de tous les mots qui ne jaillissent pas de ma bouche à cause de ce que je vais te dire. Je ne cache rien, moi. Je n'ai pas honte de ce que je porte à ma surface. Parce qu'elle me comprend, ma mère. Khadija m'expliqua très tôt que les gens peuvent effacer partout leurs écrits, sauf sur leur peau. Et toi, tu es un livre, me jurait-elle, un véritable livre, le récit de ce qu'on ne doit pas oublier, un alphabet que seuls les ignorants ignorent, me répétait-elle sur mes lits d'hôpital, à l'époque où l'on tentait encore de réparer mes cordes vocales. Quand ils croiront avoir tout nettoyé de leurs crimes, il y aura encore toi et tes yeux magnifiques. Je suis la véritable trace, la plus solide des indices attestant de tout ce que nous avons vécu en 10 ans en Algérie. Je cache l'histoire d'une guerre entière, inscrite sur ma peau depuis que je suis enfant. Ceux qui savent lire comprendront en croisant le scandale de mes yeux et la monstruosité de mon sourire. Ceux qui oublient volontairement auront peur de moi et de me regarder. Je trouve que ce paragraphe résume ce que vous avez dit dans cet échange. C'est à la fois un message d'espoir, c'est aussi mettre en avant le personnage central de votre roman qui est le livre, et il y a une telle poésie, un tel lyrisme, une telle vérité dans ces quelques lignes que je trouve seulement quelque chose de fabuleux. C'est tout. Et je voulais terminer sur cette note. S'il n'y a pas d'autres questions du public, je tiens à vous remercier. Est-ce C'est que moi qui d'autres vous remercie. personnes ont des choses à poser, des questions à poser? Non? Donc, c'est moi qui vous remercie pour les questions, pour l'attention, pour l'effort, pour le temps, pour l'hospitalité numérique et pour toute cette discussion qui m'a permis, croyez-moi, de réfléchir à haute voix aussi sur certains aspects de ce roman et sur certaines questions aussi, parce que ce sont des occasions qui m'enrichissent, contrairement à ce qu'on croit. Je ne me répète pas. J'essaie de réfléchir et de réagir à des questions et c'est toujours une belle occasion de réfléchir à voix haute pour moi. Donc, je vous remercie infiniment pour ça et pour avoir lu ce roman et pour avoir accordé de l'importance à cette histoire. Et nous espérons que cette hospitalité numérique pourra se transformer en une vraie hospitalité et que nous pourrons vous rencontrer ici en Grèce. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Voilà. C'est une Merci. invitation ouverte pour Athènes et Thessalonique, donc ce sera un grand plaisir de vous accueillir. Et vraiment un grand merci de toute l'équipe de l'Institut français de Merci à Grèce vous. et d'Athènes et de Thessalonique. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite Merci. une bonne Merci à soirée. vous, bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au Bonsoir. revoir. Au revoir. Merci.